Nous allons désormais traiter alors la question 6.3.1 qui aurait dû s'appeler la question 6.4. Enfin, le groupe de questions, voilà, en fait j'aurais dû appeler ça 6.4, petite erreur d'énoncé. Et là dans cette question, il y a la sous-question V qu'on va sauter pour le moment, on va traiter la W. La question W. Alors la question W, eh bien que deviennent toutes ces grandeurs là si on fait tendre le gain du transistor, c'est-à-dire bêta, vers l'infini. Voilà. Alors on va commencer par IE. Voilà. Alors on va dire si bêta tend vers l'infini. Donc on idéalise un peu le transistor comme ça, et on voit que le courant d'entrée ici, par exemple, comme bêta est au dénominateur, eh bien on obtiendra que IE il tend vers 0. Voilà, on va regarder ce que deviennent aussi. Alors devient la résistance d'entrée, mais la résistance d'entrée, RE, elle c'est bêta RCH, si bêta tend vers l'infini, RE tend vers l'infini. Alors ça ne doit pas vous surprendre, parce que déjà dans les montages d'amplificateurs opérationnels, on avait vu que quand le courant d'entrée est nul, eh bien ça correspond à une résistance d'entrée infinie. Voilà, qu'est-ce qu'on peut calculer d'autre? Bien AV, le gain en tension, lui ne dépend pas de bêta. Donc AV, en fait, il reste égal à 1. Voilà. On va mettre comme ça. Il reste égal à 1. Le courant d'entrée ne dépend pas d'émetteur, il ne dépend pas de bêta. Le gain en puissance, par contre, lui, il tend vers l'infini, puisqu'il vaut bêta, et le gain en courant aussi. Voilà. Donc on a le gain en puissance qui tend vers l'infini, et le gain en courant qui tend vers plus l'infini. Voilà ce qu'on peut dire sur cette question W. Ensuite, il suit une question X qui lui dit quelle serait alors la différence entre ce montage et le montage de suiveur à amplificateur opérationnel. Alors dans le montage suiveur à amplificateur opérationnel, je vais pas tout le, enfin, je peux le redessiner rapidement, hein, c'est ce montage-là qu'on étudie au premier semestre. Voilà. Avec la tension d'entrée et la tension de sortie ici. Et bien dans ce montage-là, en fait, le courant d'entrée vaut 0 ici, la résistance d'entrée vaut l'infini, le gain en tension vaut 1, le gain en puissance vaut plus l'infini, le gain en courant vaut plus l'infini. Donc de ce point de vue-là, il n'y a aucune différence. Alors il y a quand même une petite différence, c'est qu'ici on a Vs qui est rigoureusement égal à Ve, si l'amplificateur est parfaitement idéal. Et ici, en fait, on a un décalage de 0,6 volts entre Vs et Ve. Voilà. Et puis le Vs qui est ici, ou le Ve, qui sont vraiment égaux, eh bien là il peut se balader entre quasiment, il peut monter jusqu'à la tension d'alimentation positive et descendre jusqu'à la tension d'alimentation négative. Par exemple, si votre ampli-op est alimenté en plus 12 volts et en moins 12 volts, eh bien le Vs il peut quasiment l'amplificateur va fonctionner pour un Vs qui peut aller de moins, pour prendre toutes les valeurs entre moins 12 et plus 12 quasiment. Voilà. Plus précisément entre Vsat plus et Vsat moins. Voilà. Et puis on peut avoir une résistance de charge ici, le courant dans la charge, eh bien, il pourrait être soit positif si Vs est positif, soit négatif si Vs est négatif. Et là on va trouver encore une différence, c'est que déjà le Vs, il y a le 0,6 volts, mais en plus, nous on a vu que si Vs, Ve devient inférieur à 0,6, en fait, Vs, le transistor se bloque et Vs vaut 0. C'est-à-dire cette fonction-là, elle va marcher que pour Vs positif. Voilà. Et ensuite, on aura la même contrainte, c'est que le Ve, que j'ai effacé, j'ai oublié de remettre, le Ve qui est ici, eh bien le Ve, il ne peut pas dépasser la tension d'alimentation, mais c'est exactement pareil avec les amplificateurs opérationnels. Les Ve ne doivent pas sortir de la plage des tensions d'alimentation, sinon ça pose problème. Voilà ce qu'on pouvait dire en comparant le suiveur assez parfait, et puis ce suiveur-là qui a encore quelques petits défauts. Voilà. Alors ce qu'on va faire maintenant, eh bien, on va revenir sur la question qu'on avait sautée, la question V. Alors la question V, on va changer un peu le contexte. On va dire que le Ve qui est ici, en fait, il est fabriqué par un générateur qui n'est pas un générateur de tension parfait, mais qui est un générateur de Thévenin, avec sa tension ETH et sa résistance RTH.
Alors RTH, je crois que j'ai pris 100 ohms pour les besoins d'exercice. Et alors ce qui m'intéresse maintenant, c'est plus non plus d'avoir le gain entre VS et VE directement, mais le gain entre VS et ETH. Alors pour obtenir ça, eh bien, il y a deux manières de faire. Donc la première qui nécessite pas mal de calculs, qu'on va développer en premier. Donc cette première méthode, on fait du calcul, c'est-à-dire on écrit que VS, on reprend ça, hein, puisque le VE est là, on a toujours les mêmes relations pour cette partie-là du circuit, hein, donc tout ça, ça reste valable. Et on peut écrire donc que VS, eh bien, c'est égal à VE moins 0,6 volts. Seulement le VE n'est plus égal à ETH, n'est pas égal à ETH. Donc pour tenir compte de la différence entre les deux, eh bien, on va faire une petite loi d'émail en fléchant la tension bande de la résistance. Et donc qu'est-ce qu'on obtient? On obtient que ETH c'est égal à VE plus cette tension qui vaut RTH fois IE par le réseau. Alors si on retourne un peu le tout, ça veut dire que le VE est égal à ETH moins le RTH fois IE. Donc le VE qui est ici, je le remplace par ETH moins RTH IE moins 0,6 volts. Voilà. Et ensuite, je vais bidouiller encore avec les relations. Donc le IE, je peux écrire que c'est égal à VE moins 0,6 sur bêta RCH ici. Donc, et le VE moins 0,6 c'est VS en fait. On aurait pu l'écrire comme ça. Bon. Ou sinon on va le faire un peu autrement. De toute évidence, le IE, c'est le courant d'émetteur divisé par bêta. En fait, je refais un peu les démonstrations. Bon. Sinon, j'écris donc ETH moins. Allez, c'est d'habitude l'équation. Donc je remets RTH. Et le IE, j'utilise cette expression-là. D'accord? Et en mettant VS à la place de V-0,6. Donc ça me fait VS sur bêta RCH. Je gagne un peu de temps comme ça. Je ne vous montre pas tout. Moins 0,6. Bien, si on regarde cette relation, j'ai plus que du VS et du ETH, et puis encore du VS, et puis les résistances et le gain du transistor. Donc en fait, je peux théoriquement maintenant résoudre et isoler le VS d'un côté, avoir la fonction de VS en fonction de ETH, et d'en déduire le AV' qui sera DVS sur DETH. Alors comme on peut le faire comme ça, mais en fait, pour obtenir le résultat plus vite, on peut tout de suite faire du calcul différentiel à partir de cette équation. Ça va faire disparaître le 0,6 volts ici qui n'a pas de variation. Vous allez voir ça. Donc en fait, je passe en variation, en calcul différentiel, et je dis qu'une petite variation de VS, eh bien, c'est la somme des variations de tous les termes. Le premier terme, c'est ETH, il varie, c'est DETH, moins. Et là, ce terme-là, donc si je fais varier RTH, RCH, bêta, c'est des constantes, il n'y a que VS qui varie. Voilà. Et donc la variation de ce terme, comme ça c'est des constantes multiplicatives, et bien ça va être égal à moins RTH sur bêta RCH que multiplie dVS. Et puis la variation qu'on a ici, c'est la variation de 0,6 volts, comme c'est une constante, cette variation elle vaut 0. On va mettre moins 0, vous êtes d'accord? Moins 0 plus 0. Ça ne va pas changer grand chose. Voilà. Alors on efface un petit peu. Alors qu'est-ce que je fais? Ce terme en DVS, là, je le fais passer de l'autre côté pour les mettre tous du même côté. Donc le DVS, si je le mets de ce côté, il va être une fois, ici. Et puis ce terme-là, c'est moins RTH sur bêta RCH, mais en passant de l'autre côté, ça devient plus. Donc ça fait donc RTH sur bêta RCH égale DETH.
là, ça donne déjà le résultat, puisque le AV', eh ben, c'est la constante multiplicative qu'il y a entre DVS et DETH, donc en fait, il est là le AV'. Voilà, et on peut lui donner une forme un petit peu plus sympathique, si on veut faire enlever le trait de fraction secondaire qui est ici, là. Il faut multiplier le numérateur et le dénominateur par bêta RCH. Donc ça nous donne, en fait, dans ce cas-là, bêta RCH sur bêta RCH plus RTH. Allez, on va l'encadrer. Le AV'. Voilà le joli AV'. Alors qu'est-ce que ça change par rapport au gain qu'on avait de 1 ici? On va faire le calcul, on va faire l'application numérique. Donc bêta RCH, ben, bêta c'est 100 et RCH c'est 10, donc le tout fait 1000, divisé par 1000 plus 100. Donc 1000 divisé par 1100, ça fait à peu près 0,9. 0,91, si on arrondit, à peu près bien. Et donc, finalement, quelle a été l'incidence de cette résistance là, de T1, puisque finalement c'est elle qui explique la différence entre VE et ETH, entre ETH et VE, eh bien c'est que ça fait chuter le gain. C'est-à-dire que si cette résistance était nulle, ben, normalement on doit retomber sur ce gain qui vaut 1. Et on s'en aperçoit très bien ici tout de suite, parce que si on met 0 ici à la place de 100, ben, ça fait 1000 sur 1000, ça fait bien 1. Donc voilà, c'est rassurant. Une autre façon de retrouver le gain de 1, ici, eh bien, c'est une façon aussi assez subtile, c'est de faire tendre le gain de ce transistor vers l'infini. Pourquoi? Parce que si on fait tendre bêta vers l'infini, ici, ben ce terme-là devient très grand, celui-là devient très grand, et le RTH qui est ici devient négligeable. Et s'il est négligeable, eh bien, on peut le supprimer. Et donc, quand bêta tend vers l'infini, eh bien, on trouve que le gain il vaut bêta RCH sur bêta RCH, c'est-à-dire 1. Voilà. Une autre façon de le dire aussi, c'est si on fait tendre le gain du transistor vers l'infini, ben, comme le IE qui est égal à IB égal à IC sur bêta, hein, lui c'est IC sur bêta, eh bien, si bêta tend vers l'infini, IB ou IE tend vers 0. Et s'il tend vers 0, eh bien, la tension aux bornes de la résistance, ici, elle vaudra 0. Et donc, on aura cette fois bien VE qui est égal à ETH. Plus de distinction entre les deux. Voilà, c'est une autre façon de le voir aussi. Il y a toujours plein de façons de voir une même situation. Alors, ce résultat qu'on a obtenu, vous voyez, dans un petit peu de calcul, là, eh bien, je vais vous montrer maintenant une manière fulgurante de l'obtenir, c'est-à-dire sans aucun calcul. On va faire ça sans aucun calcul. Je vais quand même prendre un peu de tableau, parce qu'il faut un peu de place pour écrire quand même 3 choses. Alors, c'est un peu beaucoup dire, mais avec beaucoup moins de calcul. Voilà, donc ça c'est la méthode fulgurante, c'est celle bien sûr qu'il faudra privilégier, si on peut, hein, parce que ça permet d'avoir les résultats directement et d'avoir beaucoup d'intuition sur les fonctionnements des circuits. Donc ça va être une deuxième méthode. Alors la méthode consiste en une expérience de pensée, là. C'est-à-dire que ce transistor, là, qui est un transistor réel avec un bêta de 100, eh bien, par la pensée, je vais le transformer je vais le décomposer en deux choses. Un transistor un peu idéalisé, c'est-à-dire un transistor qui a un gain bêta qui tend vers l'infini. Et dans ce cas-là, le courant de base tendra vers 0. Mais si je fais ça, j'idéalise le circuit, hein, et donc je ne pourrai pas avoir le résultat. Et ensuite, je vais tenir compte, donc ce transistor idéalisé, pour qu'il ressemble plus au circuit réel, eh bien, je vais lui rajouter l'imperfection sous la forme d'une résistance d'entrée ici. Et la résistance d'entrée, donc c'est là que je lui donne une signification physique. Je dis que c'est la résistance qui est vue équivalente de l'entrée du circuit à transistor, quand le transistor a un bêta seulement de 100. Voilà. Donc ici, je mets la résistance d'entrée. Alors, c'est discutable ce que je viens de faire, mais on va faire le calcul, et puis ensuite, je discuterai un peu de la méthode. Donc, on va faire le calcul, et quand on veut faire le calcul, eh bien, si le courant est nul ici, hein, eh bien, je peux appliquer la formule du pont diviseur sur cette partie de circuit, et en déduire instantanément que VE, eh bien, ça sera égal
A. Alors ça nous donne RE sur RE plus RTH fois ETH. Formule du pont diviseur. Et donc, si je raisonne en variation, puisque quand je vais faire mon gain, je vais raisonner en variation, hein, eh bien, je peux en déduire instantanément de ça. Donc là, c'est quasi, c'est direct. Hein. Voilà, donc là, j'écris que des banalités. Et ça, c'est le gain du pont diviseur. Voilà. Et ensuite, eh bien, le VE qui est ici et le VS sont toujours liés par cette relation. Et une variation, enfin, une variation de VS sont égales aux variations de VE. D'accord? Donc on pourra écrire que dVS égale aux variations de VE. Voilà. D'après cette relation, où j'aurais pu mettre, allez, on va mettre bien, on va mettre AV. Voilà. De toute façon, AV vaut 1. Et c'est la variation, le coefficient qui permet de calculer les variations de VS en fonction de VE, bah, c'est le AV qui est ici. Et le dVE, il suffit de le mettre, et ben, il suffit de remplacer par ce qu'on a au-dessus. Voilà, et cette relation, bah, c'est la même que celle qui était là, sauf que le AV' maintenant, bah, il est ici. Ça, c'est le AV'. D'ailleurs, je pourrais égal AV'. Voilà, je l'encadre en haut, cette formule. Et la question qu'on peut se poser maintenant, c'est, tiens, est-ce que ces deux résultats sont bien identiques? Eh bien, la réponse, évidemment, oui. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il faut faire pour passer de celle-ci à celle-là? Ben, il suffit de remplacer la résistance d'entrée par bêta RCH. Et en fait, on avait vu que la résistance d'entrée, ben, c'est bien ce qu'on avait calculé, c'était bêta fois RCH. Voilà. Donc voilà, la méthode, elle est en 3 lignes, alors que l'autre, j'ai fait des calculs, j'avais retourné des équations, là, j'ai rien retourné du tout. Hein. J'ai écrit le résultat quasiment directement. Voilà. Bon, on a pas mal avancé, on a fait beaucoup de questions. Avant de passer à la dernière question, je vais faire une petite synthèse, et puis vous dire aussi qu'on a pu étudier ce circuit d'une autre manière. Donc j'enlève ça, parce que là c'était mon raisonnement, voilà, ça j'enlève tout. C'était le raisonnement qui m'a permis d'obtenir mon résultat sans calcul. Voilà, et là je tourne comme ça. Alors, une chose qu'on aurait pu faire quand le circuit est en régime linéaire, eh bien on aurait pu appliquer un théorème de Thévenin, et puis prendre tout ce qui est connecté aux bornes de RCH, tout sauf RCH, c'est-à-dire tout ce que je vais mettre dans cette patate rouge. Là. Voilà. Non, tout sauf RCH, voilà. Et bien tout ce qui, vu des deux bornes ici que je vais appeler A et B là. Voilà. Et bien donc je considère tout le circuit qui est dans la patate rouge et j'ai fait un théorème de Thévenin dessus. Quand il est en régime linéaire, bien sûr, parce que le théorème de Thévenin ça marche qu'en régime linéaire. Et là, qu'est-ce que j'aurais trouvé? Eh bien, j'aurais trouvé un truc assez. J'aurais trouvé bien sûr que la sortie aurait été équivalente à un générateur de Thévenin. Donc là, ça veut dire que ma sortie équivalente à un générateur de Thévenin. Alors, voilà, je vais l'appeler ETH', puisque c'est pas le même que celui qui était à l'entrée. Hein. RTH'. Voilà. Et puis ensuite, j'aurais pu raccorder ma résistance de sortie, là, qui est RCH. Voilà. Voilà. Et ça, c'est tout ce qui est dans la patate. Avec les deux points A et B. Et qu'est-ce que j'aurais trouvé? J'aurais trouvé sans trop de surprise que ETH' c'est VE moins 0,6 volts. Ça j'aurais retrouvé. Et j'aurais trouvé que RTH' en fait, eh bien, ça aurait été la résistance d'entrée du générateur de Thévenin divisé par le gain du transistor. Donc ça j'aurais trouvé que ça soit égal à RTH, donc celle qui est sur la résistance d'entrée divisée par bêta. Voilà. Et si le gain du transistor tend vers l'infini, eh bien la résistance de sortie tend vers
0, et ça veut dire que ma sortie devient un générateur de tension idéal. Voilà, donc on n'a pas fait, bon, on peut pas tout faire, hein, j'ai pas fait ce calcul-là, j'ai pas prévu dans l'exercice. Mais simplement pour vous dire que ce montage, qu'on appelle montage à collecteur commun, on pourrait aussi appeler ça le montage à transistor suiveur, puisque ça ressemble au suiveur des circuits ampli-op. Et bien en fait, il a deux fonctions, on peut le voir comme ayant deux fonctions. Si on regarde vis-à-vis de la sortie, eh bien, il est là pour réduire la résistance du générateur de Thévenin qui fournit le signal d'entrée. Et dans l'idéal, faire tendre vers 0 et de faire que la sortie soit un générateur de tension pure. Donc il est là pour abaisser la résistance de sortie en fait de l'ampli. Ou on peut le voir autrement, dans le sens où ici la résistance d'entrée c'est bêta fois RCH. Donc le but aussi de ce circuit, eh bien, c'est d'augmenter la résistance d'entrée du circuit, une résistance d'entrée forte, beaucoup plus forte que si on avait branché directement RCH sur notre générateur de Thévenin, sans utiliser le transistor, si on avait fait un fil direct. Voilà. Donc on peut le voir comme quelque chose, si on résume, qui abaisse la résistance de sortie ou qui augmente la résistance d'entrée. Et dans l'idéal, on finit avec une résistance de sortie nulle et une résistance d'entrée infinie. Oui, alors avant d'effacer, j'avais un petit commentaire à faire sur la deuxième méthode. Donc la deuxième méthode, je vous rappelle, en fait, on avait rajouté une résistance d'entrée RE comme ça. Et puis on avait dit que le transistor était un peu idéalisé, c'est-à-dire qu'il avait un courant IB qui vaut 0. Du fait d'un bêta infini. Voilà. Eh bien, quand je fais ce schéma équivalent, je commets une petite erreur. Parce qu'en fait, la résistance RE, ici, eh bien, elle serait définie comme étant égale à VE sur IE, par la loi d'Ohm, puisque le IE, puisqu'il vaut 0, le IE est ici. Et en fait, la résistance dynamique d'entrée, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on n'avait pas écrit que c'était égal à VE sur IE, mais on a écrit que c'était égal à DVE sur DIE, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Alors, donc il y a une erreur. Quand on écrit ça, en fait, on fait une petite erreur. Alors déjà, première chose, on a vu que si on néglige les 0,6 volts de VBE, eh bien, dans ce cas-là, qu'on fasse DVE sur DIE ou VE sur IE, ça donne toujours bêta RCH. Donc déjà, si on néglige cette tension base émetteur, là, il n'y a plus de problème, la relation devient juste. Mais par contre, c'est une approximation. Et là, je vais vous montrer un peu la subtilité du raisonnement, donc que vous n'avez peut-être pas vu ici. C'est que en fait, cette relation, elle est donc fausse ou approximative, alors que celle-ci, elle est exacte. Parce que celle-ci, elle marche en régime de variation. Hein, ça, c'était le VE fonction du ETH. Voilà, là, il y a dans la vraie relation qu'on aurait pu obtenir d'ailleurs à partir de la première méthode. On pourrait obtenir à partir de la première méthode en faisant des calculs, il y aurait des 0,6 volts qui traîneraient. Voilà. Mais quand on va passer en régime de variation, eh bien les 0,6 volts, comme c'est des constantes, eh bien leurs variations seront nulles, et donc ils vont s'en aller. Et donc c'est ça qui est magique, c'est que cette équation, enfin cette expression qui est pas rigoureuse quand on l'écrit avec VE et ETH, elle devient parfaitement rigoureuse quand on l'écrit en variation. Tout simplement parce que RE c'est une résistance d'entrée dynamique qui fonctionne justement en régime de variation. Voilà, donc c'était une petite subtilité que j'avais complètement passé sous silence, et puis là voilà, je mets un peu le doigt dessus, hein, pour vous montrer que, voilà, que des fois ces régimes de variation permettent de simplifier beaucoup les calculs. Voilà. Allez, maintenant on va attaquer la dernière question, je fais une petite coupure vidéo et on reprend juste après.